Alors, vous avez lancé cette semaine un appel pour la vérité sur l'assassinat de votre mari, Bernard Borrell, signé par une cinquantaine de personnalités, comme on l'a vu dans le reportage, de Claude Chabrol à Daniel Cohn-Bendit, en passant par le fameux juge espagnol Garzón. Votre époux, je le rappelle, Bernard Borrell, était magistrat et conseiller du ministre de la Justice à Djibouti. Il était en mission de coopération pour la France et il y a 10 ans, donc le 19 octobre 1995, son corps était retrouvé sans vie et carbonisé. La justice a d'abord conclu au suicide, mais cette thèse a sérieusement été mise à mal depuis 2 ans par une série d'expertises. On va raconter tout ça. Alors, on va essayer de savoir ce que vous savez, vous, de qui a tué votre mari et pourquoi. Aujourd'hui, vous dites « L'enquête bute sur le secret défense qui protège les intérêts français à Djibouti et la forte présence militaire dans cette ancienne colonie d'Afrique ». Alors, vous avez entendu tout à l'heure Michèle Alliot-Marie, elle dit qu'elle a levé le secret défense sur 23 pièces. On m'a dit tout à l'heure que vous l'avez croisée dans les coulisses et que vous avez parlé avec elle longuement. Qu'est-ce que vous êtes dit hors caméra de ce que vous voulez bien nous dire aujourd'hui? Hors caméra, si vous voulez, le ministre de la Défense m'a fait part, j'allais dire, pas de sa compassion parce que c'est allé au-delà, de sa surprise sur le fait qu'effectivement aucun de ses collègues n'ait eu à aucun moment l'idée de me recevoir, ou peut-être ont-ils eu des consignes pour ne pas le faire. C'est vrai que Djibouti est un État avec des relations très particulières avec la France. On l'a vu dans le reportage. C'est vrai que mon mari avait des fonctions là-bas très importantes, contrairement à ce que certains quotidiens ont dit. Il avait également aidé son collègue, M. Leloir, dans un dossier d'attentat terroriste. Vous allez me le raconter, c'était le Café de Paris. Mais là, sur le secret défense, puisque vous, votre combat d'aujourd'hui, c'est de dire il faut que le ministre de la Défense lève le secret défense pour qu'on sache exactement ce qu'il y a dans le dossier. Elle dit qu'elle a fait le maximum, elle a levé 23 pièces. Vous dites que ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, maître? Qu'est-ce que vous êtes dit? Elle dit qu'elle peut faire plus, qu'elle ne peut pas faire plus. Est-ce que vous êtes confiant? Nous sommes dit des choses très intéressantes parce que il n'y a aucun des documents classés secret défense correspondant donc à la période où Bernard Borrell a été décédé qui ont été déclassifiés. Ça a été une grande surprise. Ce n'est pas les pièces importantes qui ont été déclassifiées, c'est les pièces annexes. Un magistrat est retrouvé carbonisé à Djibouti. Vous imaginez bien, compte tenu du caractère extrêmement sensible du dossier, que des documents ont été classifiés et adressés par les renseignements français à Paris. Or, il n'y a aucun document déclassifié qui soit antérieur à 1997. Or, Bernard Borrell a été retrouvé en 1995. Et Mme Alliot-Marie, elle-même, a été surprise lorsque nous lui avons demandé des explications. Mais là, elle vous dit quoi? Elle vous dit quoi? Elle dit qu'elle va y remédier et qu'elle va lever le secret défense sur les documents dont vous parlez. Elle est très gênée. Elle est très gênée parce que, manifestement, c'est une femme qui est assez remarquable au niveau de sa qualité humaine, mais elle est prise dans le système. Embarrassée et qui est embarrassée. Mais vous êtes confiant là-dessus qu'elle lève le secret défense pour savoir véritablement les choses que vous recherchez depuis maintenant 10 ans, même si on vous a fait passer pour une folle que vous n'êtes pas du tout? Nous sommes confiants parce que ça fait 10 ans que Mme Borrell se bat et parce que ce que nous ressentons, c'est qu'il y a une telle pression aujourd'hui, y compris de l'opinion publique, puisqu'il s'agit du 3e magistrat français à avoir été assassiné depuis le début de la Ve République, que les politiques ne pourront pas garder, je crois, longtemps. Donc vous êtes confiant Nous sommes déterminés. Déterminés. Alors racontez-moi, Mme Borrell, on va reprendre l'histoire depuis le début, qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qui a fait que votre mari est parti à Djibouti avec enfants et femmes? On l'a envoyé là-bas, pourquoi? Dans le cadre d'une convention de coopération judiciaire, c'est-à-dire pour réformer le code pénal et le code de procédure pénale, ce qu'il a fait. Il a également supprimé, dans le cadre de cette réforme, la peine de mort. Il y a eu la suppression de la Cour de sûreté de l'État pendant qu'il était là-bas également. Il travaillait sur des dossiers sensibles. Et d'autre part, il avait aussi les fonctions de conseiller du ministre. Et dans ce cadre-là, je me souviens notamment quand les auteurs de l'attentat du Café de Paris ont été libérés le jour de l'arrivée du nouvel ambassadeur de France, en novembre 1994, mon mari est rentré à la maison en me disant « on rentre parce que je ne coopère pas avec des personnes qui libèrent des terroristes ». Et le lendemain, il avait le ministre dans son bureau, après s'être fait insulter par ce même ministre, qui venait lui demander de réincarcérer les auteurs de l'attentat. Il sentait menacé, votre mari, à ce moment-là. J'ai lu que, par exemple, le juge dont vous parliez, le juge Leloir, lui, qui enquêtait sur l'attentat du Café de Paris, lui, il avait des gardes du corps, il en avait 3. Est-ce que votre mari, il était protégé, il se sentait menacé? Mon mari n'a jamais été protégé. Il ne le souhaitait pas? Je pense que la question ne s'est jamais posée dans la mesure où il était dans le cadre d'une convention de coopération. Et je veux dire, ce n'est pas concevable dans ce cadre-là, même si c'est artificiel, ce n'est pas concevable d'envoyer quelqu'un avec des gardes du corps dans un pays pour coopérer. Mais est-ce que j'ai lu qu'il vous disait
quelques jours avant sa mort, par exemple, qu'il n'arrivait pas à dormir. Il m'a dit des choses que je n'ai pas comprises. Il ne faudra jamais qu'on se sépare. Je ne fais pas assez de choses avec toi et les enfants. Vous dites qu'alors que vous meniez avec lui une vie assez forte, il disait qu'il avait besoin d'être avec vous tous les après-midi, qu'il était très angoissé. Il m'a dit, il faudrait que je te parle, mais je ne peux pas. Oui. Vous l'avez questionné? Oui, comme on peut questionner quelqu'un qu'on aime, avec qui on vit, avec lequel on vit, mais aussi avec le respect qu'on peut avoir pour lui, et qui fait que s'il ne parle pas aujourd'hui, il parlera demain. Et que c'est vrai que la seule chose que je regrette, c'est de n'avoir pas réalisé la gravité de la situation et sans doute les dangers qui pesaient sur lui. Alors, le 19 octobre, à 80 km de Djibouti, 19 octobre 1995, on vous annonce qu'on le retrouve mort au pied d'une falaise. Comment vous annoncez la mort, Madame Borel, de votre mari? J'ai passé une nuit blanche et le consul est arrivé à 10h, enfin entre 9h et 10h du matin, en m'indiquant que mon mari s'était immolé par le feu et il est reparti. Et l'après-midi même, on m'a demandé de chercher un document pour la France qui compromettait, si jamais les Djiboutiens le découvraient avant les Français, enfin oui, la sécurité du capitaine Auffray, le capitaine de la prévôté. Vous y avez cru à ce suicide qu'on vous a dit tout de suite? Votre première réaction, ça a été d'y croire ou de penser immédiatement qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans? Non, ma première réaction a été d'y croire pour plusieurs raisons. D'abord, la conversation dont vous parliez. Ensuite, j'avais trouvé de l'argent dans une sacoche le matin même avec une lettre concernant beaucoup d'argent, sa collection. Autour de 30 000 €, c'est ça? Non, c'était 50 000 francs. 50 000 francs, d'accord. Oui, et en francs djiboutiens. Et un mot accompagnant cet argent de mon mari, indiquant qu'il s'était fait consentir un découvert bancaire, que l'argent n'avait pas été dépensé, c'est un passif, et il fallait donc que je couvre à nouveau le découvert pour éviter effectivement... Donc ça vous laissait penser que... l'ensemble... Et puis alors, je vais vous dire, c'est vrai que le consul qui est venu m'annoncer ça était quelqu'un que je côtoyais très, très fréquemment dans le cadre de l'activité de mon mari, puis même dans des cadres tout à fait privés. Et imaginer que des personnes de mon propre pays aient pu inventer la mort par le feu, quand vous êtes tout seul à l'étranger, qu'en plus l'après-midi on vient vous demander de chercher un document pour la France, c'est vrai que la première chose enfin, ça ne vous vient pas à l'esprit qu'on puisse vous mentir. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Madame Borel? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous n'y avez pas cru à ce suicide? Alors, la première chose qui a commencé à susciter des questions, c'est son alliance, puisqu'on m'a rapporté l'alliance de mon mari intacte. Et comme on m'avait dit que le corps était entièrement calciné, c'est pour ça qu'il ne fallait pas que je le voie, c'est vrai que c'était contradictoire. Bon, ça a été une première question, immédiatement. Mais bon, sans conséquence. Et puis c'est vrai que j'avais tellement peur que j'avais réalisé qu'une seule chose, c'est qu'il fallait que je parte avec les enfants. Ça, c'était la seule chose que je savais. Donc, c'est vrai qu'après, quand j'ai compris qu'on me cachait tout, c'est-à-dire qu'une fois parti de Djibouti, d'abord le corps de mon mari a mis 4 semaines pratiquement pour revenir. Vous avez demandé officiellement une autopsie qu'on n'a pas faite? Non, non, je n'ai même pas eu besoin de la demander. Le télégramme diplomatique du 19 octobre indique qu'il va y avoir une autopsie à l'hôpital militaire Bouffard. Évidemment, elle n'aura pas lieu et le dossier médical de mon mari va disparaître de l'hôpital militaire français. Alors tout ce que j'ai entendu sur la conscience des nations, la France, cette grande armée... oui, mon mari, c'était ça. Mon mari était officier de réserve, mon mari était capitaine de corvette, je crois. Oui, la France, telle que mon mari la voyait, c'était ça. La France dont on s'est servi quand on est venu me chercher ce document, c'était ça. Mais aujourd'hui, concrètement, on vous cache quoi de ce que vous savez? Vous savez, c'est une affaire criminelle. Donc, dans une affaire criminelle, on essaye de regarder les pistes. Et les seules pistes qui existent, elles sont toutes orientées vers les plus hauts dignitaires djiboutiens. Quand vous dites les plus hauts dignitaires, c'est le président. Et en particulier le président de la République de Djibouti. À l'époque, il était au service spéciaux de Djibouti. Il était chef des services secrets. Aujourd'hui, que se passe-t-il à Djibouti? On vient d'apprendre la suspension de la coopération entre la France et Djibouti sur le plan judiciaire. Il y a des pressions qui sont faites par le président de la République de Djibouti directement auprès du président Chirac. Alors la question que nous nous posons, c'est si ces plus hautes autorités djiboutiennes n'ont rien à voir avec l'assassinat de Bernard Borel, alors pour quelles raisons réagissent-elles ainsi? Et en particulier, le chef des services secrets djiboutiens et le procureur de la République de Djibouti sont convoqués pour être entendus comme des personnes susceptibles d'être mises en cause par un juge français.
et ils ne veulent pas répondre à cette convocation. Donc ce que nous dénonçons... Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, puisque vous avez vu que Jacques Chirac a reçu en mai dernier le président djiboutien, est-ce que vous avez l'impression qu'à la plus haute autorité de l'État en France, aujourd'hui, on vous soutient ou pas vraiment? Ou on fait passer des relations diplomatiques au premier plan avant même... Jusqu'à présent, on a toujours fait passer les relations diplomatiques avant. Et je vous dirais que la seule lettre que j'ai reçue de la présidence de la République, non pas comme président de la République, mais comme président du Conseil supérieur de la magistrature, puisque M. Chirac est président du Conseil supérieur de la magistrature et qu'il est là pour assurer non seulement notre indépendance, mais notre sécurité, la sécurité des magistrats. Donc je lui avais écrit et il m'a répondu qu'il m'était loisible, en qualité de partie civile, de demander des actes au juge d'instruction. Alors, loisible, pour moi, c'est vrai que c'était terrible, ce terme. Parce qu'un loisir, le dossier d'assassinat de son mari, un loisir... C'est pour le moins maladroit. Un loisir, c'est vous rappeler aussi, madame, que vous êtes magistrat. Et parce que vous êtes magistrate également. Le jour où vous faites quelque chose pour votre mari, dans le dossier de votre mari, c'est sur votre temps de loisir. Et ça s'est vérifié très récemment. Pour terminer, pour conclure tout ce qu'on vient de se dire et pour reprendre mes questions depuis le début, il y a un gros écho médiatique, une pétition qui a été signée par beaucoup de personnalités. Vous pensez que vous êtes près du but ou vous repartez pour 10 ans? Ça, repartir pour 10 ans, non. Bon, d'abord, il y a des éléments qui n'ont jamais fait l'objet d'instruction jusqu'à présent au dossier, qui sont en cours d'enquête et dont nous attendons beaucoup. Et nous attendons aussi effectivement une déclassification des documents liés justement à ceux qui sont en cours d'enquête maintenant. Et c'est vrai que ce que nous demandons, c'est la déclassification des années 94, 95 et 96. En espérant que Michèle Alliot-Marie vous ait entendu. Elle s'est engagée à en parler au garde des Sceaux mercredi. Donc vous savez tout de même, c'est un magistrat qui a été assassiné. Nous le savons aujourd'hui. Aucun garde des Sceaux n'a reçu la femme de ce magistrat. C'est ce qu'on a dit à Michèle Alliot-Marie. C'est quand même proprement Merci beaucoup. On suivra également la suite de votre combat. Merci beaucoup. Merci.